Et si la culture d'entreprise n'était pas ce qu'on écrit sur les murs, mais ce que les gens ressentent chaque jour en allant au travail? Bienvenue dans ce nouvel épisode Job Fair Career Hub, consacré à un sujet qui touche chaque organisation, chaque collaborateur, chaque RH. Comment passer de la culture affichée à la culture vécue? Dans un monde du travail qui évolue à une vitesse folle, entre quête de sens, hybridation des modes de travail, exigence de bien-être et impératif de performance, la culture d'entreprise est en train de devenir le nerf de la guerre. Pas une formule toute faite, mais un terrain vivant, mouvant, qu'il faut écouter, observer et parfois réinventer. Autour de la table aujourd'hui, 3 personnalités au parcours très différents, mais unies par une même conviction. La culture se construit à l'auteur de l'humain. Charlène Emery, d'abord. Ancienne RH devenue entrepreneur, elle forme et accompagne plus de 2300 recruteurs à libérer leur voix, leur contenu, leurs équipes. Sa force, créer des communautés de collaborateurs ambassadeurs capables d'incarner l'ADN de leur entreprise. Charlène a choisi Maurice comme terre d'ancrage, et ça aussi, c'est une culture qu'on partage. À ses côtés, César Thiers. Psychologue et ancien DRH Monde chez Essilor, il a géré plus de 30 000 collaborateurs sur 4 continents, avant de revenir à son tout premier rêve, accompagner l'humain à l'échelle individuelle. Sa double lecture du système, stratégique et émotionnel, nous rappelle que la culture commence souvent dans le regard qu'on porte sur l'autre. Et enfin, Visham Sitaram, wellness specialist chez Sim Finance. Avec plus de 14 ans d'expérience dans le sport, le bien-être et le coaching, il a fait de la santé holistique en entreprise sa spécialité. Pour lui, une culture ne se décrète pas, elle se vit, dans le corps, dans l'esprit, dans les interactions quotidiennes. Et pour orchestrer tout ça, Clémence Vidal, COO de Meet Your Job et Career Hub, mais aussi formatrice en management interculturel, cofondatrice de The Salary Observatory et experte du marché mauricien sous toutes ses coutures. Sa connaissance fine des profils, des tendances RH et des enjeux d'inclusion fera le lien entre ces 3 voies et vos réalités terrain. Prête à repenser votre culture d'entreprise de l'intérieur, à l'écouter, la ressentir et peut-être même la transformer, bienvenue dans Design the Culture We Want to See, Hear and Feel. Merci Alban pour l'introduction. Toujours préparée aux petits oignons. J'espère que vous vous êtes reconnus dans le portrait. C'était parfait, merci Alban. Canon. Avant toute chose, les petites règles du jeu. Classique. On est comme si on était dans mon salon. Je sors de mon déjeuner express, car on est actuellement au Job Fair 17 de Career Hub. Et on va partager un moment ensemble. L'objectif, c'est de se donner des exemples concrets. C'est de partager son point de vue, son opinion. Pas de bullshit. On ne tortille pas, on répond direct à la question. On parle avec notre cœur, car nous sommes 4 personnes qui vivons pleinement cet écosystème et ce cœur de métier-là. Les ressources humaines. Au sens large. Très large. Avant de commencer, je me suis dit c'est un thème qui est difficile à aborder, tellement il y a de choses à dire, et nous n'avons que 45 minutes, 1 heure. Et César ne commence pas à tricher en regardant sur ma feuille. Non, j'aime bien tricher et regarder sur les feuilles des filles. Tu vois, c'est bien organisé tout, hein. Et en plus, c'est bien, t'écris bien. Ouais, je te les passerai après si tu veux. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai préparé un petit jeu. Rapide. Charlène, t'as mis déjà le doigt dessus, parce que t'avais fouillé la petite table avant même qu'on commence. Vous avez devant vous des cartes, recto verso, mythe et réalité. Et job fair, mais ça sera pour la conclusion. Mythe ou réalité, je pense que vous avez vu là où je veux en venir. Je vais vous affirmer 5 points. Et vous allez me dire si c'est un mythe ou une réalité selon vous. Est-ce que vous êtes prêts? On a le droit de se justifier ou Plus pas tard. Ah oui, même pas. Okay. Sauf si je vois qu'il y a une main qui va tirer la carte de l'autre potentiellement. On demandera des explications pour le bien de cette conférence. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Allez, c'est parti. Un poster de valeur dans le couloir égale culture forte.
Intéressant. Pensez bien à regarder les réponses des uns et des autres. Si la culture n'est pas ritualisée, elle s'éteint. C'est parce que tu aimes bien tricher, César, ou c'est parce que tu le penses? Parce que je suis très maladroit. D'accord. On peut faire évoluer la culture sans jamais toucher à l'ADN. Les rituels façonnent plus la culture que les grandes annonces annuelles. Facile. La vraie culture apparaît le jour où l'entreprise traverse une crise. Intéressant. Culture égale marque employeur. Donc ça va être mon introduction. Charlène, pourquoi penses-tu que la culture n'est pas égale à la marque employeur? Rapidement pour planter le décor. Ouais. Tout simplement parce que pour moi, la culture, s'il n'y a pas de résonance externe, ça reste interne et tu peux avoir une culture, même un vécu des salariés, quelque chose qui se passe dans l'entreprise, mais si personne ne le voit, personne ne le sait, ta réputation, ta marque employeur va être très différente. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est justement la marque employeur, ça doit être ce qui se passe vraiment dans l'entreprise. Mais si tu n'as pas la partie communication, de permettre de le faire savoir, personne ne le sait, justement, et tu vas avoir un gap entre ce qui se passe à l'intérieur de ton entreprise et l'externe, parfois positif, c'est-à-dire que vivons heureux, vivons cachés, tout se passe bien, mais personne ne le sait, personne n'a envie de venir dans ton entreprise, c'est dommage. C'est souvent l'inverse, on se fait tout un fantasme de l'entreprise parce que la marque employeur rayonne, et puis quand on arrive à l'intérieur, petite désillusion, ça se passe pas tout à fait comme prévu, et là aussi tu peux avoir un gap plutôt dans le sens négatif. C'est pour ça que, c'est difficile, c'est tranché, tu veux volontairement qu'on se positionne, c'est pas tout à fait vrai, mais pour moi c'est pas nécessairement la même chose si tu ne travailles pas le fait de faire connaître ce qui se passe vraiment dans ton entreprise. Merci Charlène, ça va être la discussion du jour. Concrètement, la culture d'entreprise, qui la design, comment la vivre, comment l'ancrer et comment la faire évoluer et la transmettre aux collaborateurs qui sont de passage dans l'entreprise. César, je vais commencer avec toi, si tu le veux bien. À quel moment une entreprise façonne sa culture? Qui en est responsable et comment elle doit le faire? Pour la base. Alors, déjà, la première chose que je dirais, c'est que une culture, ça se construit autour de 2 piliers. Pour moi, le premier, c'est l'exemplarité. Ouais. Et j'ai 2 exemples récents dans l'actualité. Le premier, c'est Coldplay. Et le deuxième, c'est Nestlé. Ouais. Si vous n'êtes pas exemplaire, votre culture, vous pouvez la mettre aux chiottes, elle ne vaut pas un clou. Le deuxième truc, c'est une culture, ça se construit sur des processus qui sont des processus équitables et perçus comme tels par les salariés. Donc, vous pouvez avoir des façons de travailler qui peuvent être extrêmement exigeantes. Tant que c'est équitable, c'est accepté par tout le monde. Et donc, pour moi, les 2 piliers de la culture, c'est exemplarité et équité. Sauf que toutes les entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à avoir une politique d'équité en interne. On en discutait ce matin sur des discussions autour des aspirations des candidats. Le monde évolue très rapidement. Je parle du monde général, l'économie aussi, les aspirations, les souhaits de chacun également. Et du coup, les collaborateurs arrivent, sont de passage dans une entreprise et la font vivre. Certains adhèrent à une culture, d'autres n'y adhèrent pas. Charlène, comment tu peux nous conseiller, nous, les auditeurs qui nous écoutent, qui sont des entreprises ou des collaborateurs au sein d'institutions ou d'entreprises, comment distinguer des collaborateurs qui adhèrent sincèrement et réellement à la culture versus ceux qui se contentent de la répéter, voire même qui ne la comprennent pas?
Ah, c'est un point pas si simple. Je ne sais pas si je vais pouvoir te répondre là en moins de 45 minutes. mais tout à l'heure, je crois qu'on était tous les trois alignés pour dire que tu vois réellement si la culture est forte quand tu traverses une difficulté. Déjà, toutes les entreprises qui ont été, tu vois, dans ces phases-là, et ça arrive à toute entreprise, tu arrives quand même à distinguer. Alors, si tu es une grosse entreprise, pas au niveau individuel, même si c'est un peu le rôle des managers, en fait, de regarder justement ce culture fit dans l'équipe. Et puis, quand tu es une entreprise à taille plus humaine, ça va vite se voir. Même le dirigeant peut voir qui s'implique au-delà, on va dire, de sa fiche de poste pour surmonter la crise, et puis celui qui se contente finalement du minimum requis. Et pour répondre à tes questions, comment tu vérifies ce culture fit ? Tu as plusieurs étapes. Premièrement, tu as au recrutement. Ce qui n'est pas toujours le simple, parce qu'il faut le plus simple, parce que déjà il faut être très aligné avec qui on est, et que les personnes qui évaluent le culture fit, tu vois, aient la même vision de qu'est-ce qu'est la culture, quels sont les attendus. Donc je pense qu'on sera d'accord tous les trois pour ça. Il faut vraiment le définir très clairement pour être sûr ensuite de bien l'évaluer. Et puis après, cette culture, elle évolue. C'est peut-être là aussi où on faisait la différence entre culture et ADN. Donc plus cette culture évolue, et on voit souvent le cas dans les startups, où tu commences avec une culture, tu as des personnes pour qui ça fit très bien, puis l'entreprise grandit, évolue, le quotidien est différent, les aspirations aussi, et puis tu as des personnes qui se désengagent, et c'est ok parce qu'en fait tu n'es plus du tout dans la même entreprise potentiellement. Donc je dirais ça, c'est vraiment in fine recrutement, plus au quotidien aussi le rôle du manager, et évidemment, je pense que c'est pour ça que tu me poses la question, mais quand on anime des communautés d'ambassadeurs, on est sur des personnes qui sont volontaires, qui font plus que leur job, qui ont envie de prendre la parole pour mettre en avant leur entreprise, la faire découvrir. Et ça, quand même, c'est souvent un bon signal d'engagement au sein de ton entreprise. Oui, les voyants sont plutôt ouverts à partir du moment où tu as des collaborateurs qui prennent la parole. Vicham, toi, de ton côté, quand on a fait le petit jeu de départ, mythe ou réalité, à la première question, qui était un poster de valeur dans le couloir égale culture forte, tu m'as répondu réalité. Pourquoi ? Pourquoi la réalité ? Parce qu'aujourd'hui, c'est que des entreprises qui mettent des valeurs dans les couloirs, c'est parce que c'est réellement, ils les vivent au quotidien. Donc, moi, pourquoi je dis ça ? Parce qu'au sein de notre entreprise aujourd'hui, chez Simfinance, je peux vous dire que dans le couloir, nous, quand on rencontre des collaborateurs, on voit des collaborateurs heureux parce qu'on vit tous les jours nos valeurs. Donc, déjà, quand on rentre dans le mess room, on a nos valeurs qui sont sur les murs. C'est pas juste pour faire joli. Donc, il y a toute une ambiance autour qu'aujourd'hui, on voit nos leaders qui collaborent qui sont là avec nos employés pendant les heures de déjeuner ou que ce soit pendant les heures de pause. Ils sont là à partager et vivre ensemble ces valeurs. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux faire ressortir que moi, aujourd'hui, c'est pas que en tant que wellness spécialiste pour dire ça, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une seule chose que j'ai tout le temps fait ressortir, c'est que être authentique sans la visibilité, c'est pas assez. Donc, avoir la visibilité sans l'authenticité, ben, ça sert à rien. Donc, pourquoi le mettre sur le mur ? Donc, il faut avoir une raison derrière. Alors, c'est marrant, j'allais te donner la parole, César, parce que justement, je me doutais que tu allais avoir quelque chose à nous dire. Si je peux me permettre. Lorsqu'on a écrit les cultures chez Essilor, c'était dans le fin des années 90, début des années 2000. Et mon DRH groupe de l'époque était très emmerdé parce qu'il me disait, quand on commence à écrire la culture, c'est qu'on est en train de la perdre. Et c'est un des trucs les plus intelligents que je lui reconnais. et en fait, c'est vrai que quand tu commences à écrire ta culture, c'est que tu la vis plus tout à fait vraiment. Et ce qui est important, c'est de créer une culture d'entreprise où chaque salarié est un ambassadeur, où chaque salarié connaît sa culture d'entreprise, chaque salarié est le meilleur commercial de l'entreprise, que ce soit pour vendre les produits, pour vendre l'entreprise à des candidats ou pour vendre sa boîte à des financiers. Et en fait, pourquoi j'ai répondu mythe, c'est parce que justement, cette phrase, elle est profondément ancrée en moi. Quand on commence à écrire notre culture, c'est qu'on est en train de la perdre. Qu'est-ce que tu en penses, Charlène ? Je vais être la voix du consensus. On est bien placé, j'adore, c'est animé, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais.
Non, évidemment, alors si j'ai répondu mythe, c'est que je suis profondément d'accord avec César. En tout cas, afficher des valeurs sur les murs de votre entreprise ne suffira pas à les définir, encore moins à ce que ces jolis discours soient appliqués. Par contre, là où je comprends aussi la démarche, comme je disais, parfois la culture évolue, l'entreprise diffère, et il y a besoin de se refixer sur un cap. Mais souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on a envie d'atteindre, c'est pas forcément la culture actuelle. Oui. Et je pense que le mieux, de toute façon, c'est de se dire, ok, on fait ce travail de définition, plus on peut impliquer toutes les strates dans l'entreprise, mieux c'est. Mais je rejoins César sur le fait que dans tous les cas, ce qui finira par rayonner, et c'est là où certaines entreprises ont plus d'avance que d'autres, c'est ce que vivent réellement les collaborateurs au quotidien. Et si tu arrives à libérer cette parole et faire en sorte effectivement qu'ils partagent de manière authentique pour te rejoindre, Vicham, sur ce qu'ils vivent, c'est là où tu es sûr qu'il n'y ait justement pas de désalignement, pas de problème dans la culture, on va dire, posée, et puis la culture vraiment ressentie. Et plus l'entreprise est grosse, plus c'est difficile de finalement avoir une culture exacte dans chaque équipe, et peut-être que leur quotidien va différer. Donc évidemment, moi je prône l'authenticité. On peut écrire les choses, mais il faut s'assurer qu'elles vivent réellement au quotidien, et de les partager, c'est aussi le meilleur moyen de vérifier que tout soit aligné. Exactement, merci pour les feedbacks. Vicham, du coup, je te renvoie la balle. Explique-nous un petit peu, en respect total évidemment de ton opinion, ton point de vue, et de la manière dont la culture d'entreprise vit aujourd'hui chez vous. Explique-nous du coup comment tu penses ça à travers notamment tous les process de recrutement que vous avez mis en place et tous les process d'onboarding. Alors, premièrement, c'est que il faut vraiment, avant de rejoindre une entreprise, il faut connaître ses objectifs. Qu'est-ce qu'on a réellement envie de faire? Et chez nous, c'est que c'est la première chose, c'est qu'on a une équipe de recrutement qui est déjà là, qui est là d'ailleurs dans ce job fair. C'est une équipe qui est très solide aujourd'hui, que je peux le dire pourquoi. Parce qu'on a essayé de démarquer à une autre façon, de faire notre onboarding. Donc, les onboarding, comme on dit, rituels de tous les jours, d'accueillir un candidat. Dès le candidat, il est sur le canapé en attente. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vit? C'est ça la première question que nous, on se pose. Comment est-ce qu'il se ressent? C'est quoi le ressentiment de cette future collaborateur qui va rejoindre l'entreprise? C'est ça la première question. C'est le stress, n'est-ce pas? Donc, quand on parle de la culture aujourd'hui, il faut savoir comment calibrer cette personne avant qu'il passe sa première phase avec ses recruteurs. Donc, chez nous, aujourd'hui, on a des recruteurs qui sont formés de cette manière-là. Comment accueillir le bien-être dès le début à son entrée. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand on parle de la culture, je suis parfaitement d'accord avec César. Hein. Donc, c'est votre perception, c'est votre façon de voir des choses. Mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Donc, on a évolué. Il y a des nouvelles manières avec la nouvelle génération qui arrive. Donc, il faut qu'on arrive à s'aligner quand on parle de culture. Oui, pour eux, ça peut être la culture, ça existe, ça a toujours existé, ça a été créé, ça a été mis sur le mur. Voilà. Mais eux, aujourd'hui, ils n'ont pas envie de connaître ça. Ils ont simplement envie de connaître comment est-ce que je vais me sentir sur mon lieu de travail. C'est quoi, quel type de leader je vais travailler aujourd'hui? Est-ce que c'est un leader qui va me dire que dans un moment difficile, dans un moment de stress, ne t'inquiète pas, on est là pour t'écouter. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Travailler à une porte ouverte, un leader qui est toujours à l'écoute. C'est ça la question. On entend beaucoup parler aujourd'hui. Je suis d'accord, on parle de la culture sur les murs. Oui, je le répète. Mais moi, je vais dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas des approches stratégiques. Il n'y a pas vraiment des approches humaines. Et ce qu'on attend aujourd'hui dans le monde du travail, une culture people culture. On en parle souvent de ça, on en parle beaucoup de ça. Mais la première question à se poser, tout a un début. Hein, comme on le dit tout le temps en anglais, il y a un starting point et un end point. Alors, what is the starting point? That's the main subject. Donc, ça, c'est les plus grosses questions qu'on se pose aujourd'hui.
Et que tout le monde se pose et que beaucoup se posent. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux collaborateurs, peuvent se poser aussi. Et la question que moi, je te pose à toi, César, c'est, on parle des nouvelles générations, etc. C'est le sujet en vogue depuis plusieurs années. Ça le sera encore pendant plusieurs années parce que de toute façon, le Future of Work, voilà, le Future of Work, c'est une thématique qui ne s'arrêtera jamais. Quand on le comprendra, on commencera bien à traiter les différents sujets, à mon sens. Mais cette nouvelle génération, qui n'est plus si nouvelle que ça en entreprise, est-ce qu'elle peut faire changer l'identité même d'une marque ou d'une entreprise? Ou selon toi, peu importe les générations, si le sens et la mission de l'entreprise est la même, la culture reste la même? Alors, pour moi, déjà, la culture, c'est quelque chose qui est vivant. C'est pas quelque chose qui est figé une fois pour toutes, qui est gravé dans le marbre. Et c'est parce que c'est pas gravé dans le marbre qu'elle bouge. Après, la culture de l'entreprise, elle est aussi beaucoup liée aux produits que vend l'entreprise. Moi, j'ai travaillé comme consultant, j'ai travaillé dans une boîte qui faisait de l'aéronautique, civile et militaire, et j'ai travaillé chez Essilor. Et quand on fait du militaire, c'est pas du tout la même culture que quand on fait de l'optique. Non. Et il y a des gens qui peuvent travailler dans le domaine militaire, et il en faut. Et il y a des gens qui vont se sentir très bien dans une banque, ou des gens qui vont se sentir très bien dans l'optique. Donc, le métier de l'entreprise détermine aussi une partie de la culture de l'entreprise. Et pour revenir aux nouvelles générations, moi je pense qu'il faut un petit peu regarder ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Où les nouvelles générations, elles disent, moi je préfère travailler sur du 9-9-6, c'est-à-dire 9h, 21h, 6 jours par semaine. Parce que pendant que je travaille, que je ne fais pas la fête, je crée de la valeur et peut-être que je vais arrêter de travailler très vite. Donc, l'image de la nouvelle génération qui n'a pas envie de travailler, elle n'est pas tout à fait la même partout. Et c'est vrai que moi, je peux comprendre que quelqu'un a envie de donner un très gros coup de collier, amasser suffisamment de fric très rapidement et lever le pied ensuite. Et ce n'est pas un problème. Après, s'il y a des gens qui ont envie de travailler 5 heures par jour et de travailler 50 ans de leur vie, c'est pas un problème non plus. C'est chacun fait comme il peut et les entreprises et les salariés s'adaptent aux contraintes des uns et des autres. Donc, je pense que les nouvelles générations, c'est pas un vrai débat. Le débat, il existait déjà il y a 20 ans avec la génération Y. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ça sera bientôt une vieille génération, comme tu disais. Et puis, en fait, on s'adapte aux environnements économiques du moment, au monde dans lequel on vit. Voilà. J'adore tout ce que j'entends. C'est très fluide depuis le début. C'est parfait parce que l'objectif de cette discussion, c'est d'amener plusieurs déclics et plusieurs angles, des points de vue, et surtout faire comprendre aux différents auditeurs qui nous écoutent qu'on vit tous la même chose et qu'on se pose tous les mêmes questions. Par contre, on n'apporte pas tous les mêmes réponses. Et c'est aussi OK. Et c'est d'ailleurs très bien. Parce que si on fait tous la même chose, ce qu'on a fait il y a des années, on avait des fiches de poste qui étaient complètement similaires, avec tous les hard skills qui étaient mentionnés, la description copier-coller de l'entreprise, et puis c'était tout. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Et encore heureux, comme tu le disais, César, qu'il y a des personnes qui préfèrent un secteur plutôt qu'un autre, une culture représentée plutôt qu'une autre, et que tout le monde puisse y trouver son compte, et surtout avoir trouvé son sens. C'est la base. C'est la base. Il faut que tout le monde ait du sens dans ce qu'il fait et dans ce qu'il accomplit au quotidien. Et à partir du moment où un collaborateur trouve du sens dans son travail, il devient quoi, selon toi, Charlène? Même si la question n'est pas du tout ciblée. Tu as remarqué que César l'a dit avant moi, le terme.
Un ambassadeur, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr. Ouais, évidemment. En fait, ça se fait même naturellement. Donc, nous, on accompagne les entreprises, on va dire, à identifier les ambassadeurs et à leur permettre, via la formation, d'avoir encore plus de portée, puisqu'on les forme à l'usage de LinkedIn, à la prise de parole, et on fait en sorte qu'ils soient encore plus influents quand ils vont sur un job fair, typiquement, tu vois. Pas que avoir des RH lors du job fair, mais avoir des ambassadeurs du métier qui parlent de leur métier et de pourquoi, justement, tu vois, ils sont alignés avec leur entreprise. Pareil sur les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, nous, j'ai envie de dire qu'on a un peu le mégaphone, tu vois. On vient juste leur donner les clés pour que leur voix soit encore plus entendue. Quand ils fassent un post LinkedIn, ça fasse pas à 500 vues, mais plutôt 50 000, tu vois. Mais l'envie, elle est là. Le fait d'être ambassadeur, c'est déjà le cas. Et comme tu dis, souvent ça réside là-dessus. Et ça a peut-être même commencé, je vais rebondir avec ce que tu disais, Vilcham. En fait, ils sont peut-être devenus ambassadeurs le jour même où ils ont passé leur entretien. Et on a fait attention à leur gestion du stress, tu vois, dans l'attente, parce qu'on peut être ambassadeur d'une entreprise et ne pas avoir été retenu, ou avoir été salarié et ne plus être salarié. Tu vois, c'est pas lié au contrat de travail. Le fait que tu as une entreprise et tu as eu un bon feeling avec cette entreprise et que tu as envie de le faire savoir, c'est même pas lié à ton contrat. C'est plutôt lié justement aux expériences que tu as vécues et encore une fois à l'alignement avec ce que tu es et ce que renvoie l'entreprise. Oui, et pour faire le parallèle avec ce que tu dis, pour le marché local, Maurice est petit. Donc, ça peut faire comme ça, très vite, comme ça, très vite aussi. L'un ou l'autre. Parfois, ça fait juste comme ça. Et c'est pas plus mal, pour certains. Vicham, si, sur les propos de Charlène, on a un collaborateur qui a envie de prendre la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, comme tu le dis, ou bien aux membres de sa famille, à ses potes, à ses amis. Ici, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de discussions informelles, c'est beaucoup de petits causés comme ça, à droite, à gauche. Ça veut dire que les personnes sont heureuses. Elles sont bien. Donc, comment la culture et le bien-être sont de pair pour la montée en compétences des collaborateurs, pour la rétention des collaborateurs et l'acquisition d'autres profils grâce à cette recommandation? J'adore cette question parce qu'aujourd'hui, c'est que, tu vois, j'ai viens directement dessus. Justement, avant cette podcast, je côtoyais quelques collègues dans ce job fair que directement, indirectement, on se connaît. Tu sais, aujourd'hui, je peux dire ça parce que je suis aussi peut-être je suis la preuve. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai passé par beaucoup d'étapes quand on parle de la culture et le bien-être. Aujourd'hui, c'est que quand on parle de culture et de bien-être, c'est deux choses qui doivent être vraiment alignées. Donc, j'ai vu ça sur la page qui est ici. Les mythes, ça se voit souvent. Ça se voit souvent. Pourquoi je vais le dire? On peut le voir. Quelqu'un qui n'est pas heureux. Ça, sur le travail. Quelqu'un qui est heureux, on peut aussi le voir. Mais comment distinguer quelqu'un qui n'est pas heureux? C'est ça qui est la plus grosse partie et la plus grosse question à se poser. Bien sûr, quelqu'un qui n'est pas heureux, simplement, il va peut-être ne pas en parler sur le travail. Il va juste simplement venir faire ce qu'il faut faire. Et en sortant à l'extérieur, voilà, il va aller blabla à l'extérieur. C'est ça ce qui se passe. Pourquoi il ne le fait pas à l'intérieur? Parce que des fois, ils le savent que ça va jouer contre lui. Hein? On est bien d'accord, c'est la réalité qu'on parle aujourd'hui. Alors, en allant à l'extérieur, voilà, c'est sûr qu'il va en parler à sa famille. Et après, le jour au lendemain, il arrive et bam. C'est quand il pose sa lettre de démission, c'est là qu'il faut se poser la question. C'est la seule chose qu'on ne fait pas assez. Et je l'ai répété, je le répète souvent. C'est quand quelqu'un pose sa lettre de démission, c'est simplement on dit ok, ouais, tu as démissionné, au revoir, ciao, ciao, bye bye. C'est ça, hein? Et là, c'est là où le bien-être de l'employé rentre. Parce que c'est un trauma. C'est un trauma que l'employé y prend et l'emmène dans une autre entreprise. Et il aura toujours la mauvaise image. On parle de son bien-être. La mauvaise image, comment elle a été traitée, parce quand on parle du bien-être aujourd'hui, on parle de l'aspect mental, émotionnel. C'est deux aspects qui sont très concentrés dans le bien-être aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Quand un employé il pose sa lettre de démission, pour que ça aille pas plus loin, il faut arriver à s'asseoir autour et trouver c'est quoi le plus gros souci dessus et faire le gros travail. Et
quand on parle souvent de ça, je pense beaucoup, moi, à mes anecdotes, ce que j'ai vécu. Et malheureusement, c'est que moi, je l'ai construit de manière assez différente parce que j'ai tout le temps été un sportif, je faisais beaucoup de sport. Donc, alors, pourquoi j'ai choisi d'être dans ce milieu du wellness aujourd'hui, c'est pouvoir vraiment trouver des bases vraiment stratégiques qu'on veut appliquer pour que ça aille pas plus loin et que nous, même que l'employé, avant qu'il parte, on s'assure que quand même il part avec des en bons termes. Parce que ce soit, ça restera toujours le monde du travail. Donc, après, un collaborateur qui est heureux, ça, on peut le voir tous les jours. Donc, j'ai entendu Charlène parler de ça. C'est qu'il devient le culture influencer. Donc, je ne vais même pas dire l'ambassadeur. Il devient le culture influencer. La personne, quand tu le vois, la première personne qui arrive au travail le matin, tu sais que c'est la personne le plus heureuse. Parce que le bonjour d'ailleurs, le bonjour qui te dit, ah, ça, c'est quelque chose que je fais. On va faire ressortir aussi. J'ai envie de faire ressortir. Un employé qui n'est pas heureux. Vous avez déjà observé son bonjour. Comment est-ce qu'il dit bonjour? Il a toujours la tête baissée. C'est ça, hein? Donc, ça, déjà, c'est un signe de bien-être d'un employé. Un employé qui rentre, qui a la tête baissée, il faut faire attention. Mais un employé qui est vraiment heureux, voilà, il adore son métier. Il arrive, la tête très haut, le sourire, le premier bonjour qu'il te donne, il te transmet ça avec une énergie assez extraordinaire. Donc, quand on parle de tout ça, donc, que ce soit positif ou ce que ce soit, je ne vais pas parler le terme négatif, hein, je vais dire c'est des points à travailler. Un employé, il prend cette énergie de bien-être, il l'emmène partout. Que ce soit de son lieu de travail, dans son environnement social et chez lui à la maison, à sa famille. Donc, c'est un cercle qu'on appelle, on dit souvent vicieux. Donc, c'est vraiment ça, au fait, le bien-être, quand on parle de cet aspect-là. Cool, merci pour le partage. César, tu as vécu des crises? Plein. Plein. Plein de crises. Quand tu as traversé, si tu peux et veux bien nous donner quelques exemples, notamment des plans de licenciement, des plans de mobilité interne pour éviter un trop grand nombre de licenciements, etc. Est-ce que la culture d'entreprise a permis de sauver des emplois, littéralement? Est-ce qu'elle a permis de sauver des vies aussi? C'est un terme qui peut être très fort, mais qui peut être la vérité, et qui l'est, à mon sens. Parce qu'il y avait cette culture d'entreprise ou pas. Alors, moi, je vais vous donner un exemple qui date un petit peu maintenant, puisque on a fait ça dans les années 2008-2010. Donc, c'est pas tout récent. Et en fait, l'exemple, c'est quoi? J'ai été DRH de la zone Asie pendant 3 ans. Et là, j'ai fait du développement et j'ai recruté plein de gens. On a doublé la capacité de nos usines en 3 ans. Et quand je suis rentré en France, on m'a dit, maintenant, tu as bien développé l'Asie. C'est bien ce que tu as fait. Il faut qu'on envoie des productions là-bas parce qu'elles sont trop chères en France. Et puis j'étais DRH France. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, ils m'ont rendu la monnaie de ma pièce quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est un peu gratté les cheveux avec le patron France de l'époque. Et puis on s'est dit, aujourd'hui, on a un certain nombre d'usines qui sont effectivement plus chères. On a un gros volume d'intérimaires, que ce soit dans les agences commerciales, dans les centres de supply chain, dans les laboratoires, dans les usines. Eh ben, on va petit à petit sortir les intérimaires qui sont de la main-d'œuvre, qui n'est pas de la main-d'œuvre de l'entreprise, et on va former l'ensemble des personnes de 3 sites industriels sur des nouveaux métiers qui sont la gestion commerciale et la supply chain. Et puis en même temps, on avait des usines qui avaient 4 jours de lead time en production pour produire des produits. On s'est dit, on va passer de 4 jours à 1 jour. Et en faisant ça, on a réussi une chose, on a réussi à faire en sorte que l'ensemble des produits fabriqués en France soient des produits haut de gamme. Les produits bas de gamme étaient fabriqués en Asie,
Mais surtout, on a réussi à ne licencier personne. On a réussi à transformer complètement l'environnement industriel français en changeant les horaires. On a changé les horaires, on a changé les façons de travailler, on a changé les outils de production aussi. On a fait du lean manufacturing, on a fait plein de choses. Et en 2 ans, on a changé 1000 postes. Donc, et j'étais pas tout seul à le faire, hein. Il y avait toute une équipe projet avec moi, mais c'est bien preuve que on s'était dit on va licencier personne et on a licencié personne. Après, ça a été un énorme boulot pour faire accepter le changement aux gens. Et c'est vrai que moi je dis toujours que quand on me demande quel est mon métier, je dis toujours c'est changer la vie des gens. Et en fait, quand on est DRH ou quand on est psychologue comme je le suis aujourd'hui, notre vrai métier c'est de changer la vie des gens. Donc voilà, si j'ai répondu à ta question, en quoi la culture d'une entreprise peut permettre de la transformer, ben, là c'est un petit exemple qui nous a pris 2 ans. Tout petit. Tout petit. Non, c'est énorme. C'est énorme. 1000 personnes. Bravo. Bravo pour ça. Merci pour le partage. C'est hyper inspirant quand on entend ce type de témoignage. J'aime beaucoup aussi comment tu décris ton métier. Je trouve que c'est un joli clin d'œil à notre quotidien et à notre industrie. Merci pour ça. Et quand on entend tout ça, je me mets à la place de nos auditeurs et je me dis, trop cool, moi aussi je veux la même chose. Mais on commence par où ? Clairement. On commence par où ? On fait quoi ? Et on doit suivre quoi ? Charlène. Waouh, c'est une question difficile, mais évidemment, quand j'entends César et je me dis justement que les auditeurs doivent se poser cette question, il y a quand même plusieurs fondements. Enfin, César, tu seras mieux placé que moi pour en parler, mais il y a aussi, je pense, une volonté de la direction là, de suivre ça. Moi, ma vision, alors j'étais directrice du DevRH dans une banque, donc j'ai toujours eu une vision très héroïste. J'avais le même fondement et la raison pour laquelle je suis devenue RH, c'était exactement celle de César. Je voulais changer des vies. Tu le sais, Clem, j'en parle souvent dans les podcasts, mais ma maman avait perdu son emploi, il n'y avait pas de fonction RH, et j'ai vu à quel point ça a impacté notre vie. Et je me suis dit, je veux faire ça dans les entreprises, mais le faire bien. Donc on avait le même point de départ. Et pour arriver à ça au quotidien, ça dépend tellement de l'entreprise dans laquelle tu es. Moi, dans le secteur financier, je pouvais aller voir mes DG et que je respecte beaucoup et leur présenter ça. Je suis pas sûre, tu vois, qu'on m'aurait dit let's go. Par contre, le tourner d'un point de vue justement ROI, KPI, parce que comme tu l'as dit, ça a eu un impact business, ça a eu un impact sur les différentes productions, le niveau de gamme et donc peut-être, tu vois, la profitabilité. Donc je pense qu'il faut se mettre, comme toujours en communication, à la place aussi de notre interlocuteur. Et pour aller convaincre ta direction, si tu es DRH, que tu es tout seul dans une petite entreprise, pour aller le convaincre justement de se dire non, le mieux à faire, c'est peut-être pas là de licencier, c'est peut-être de replacer, c'est peut-être de former, c'est peut-être de repenser notre système de valeurs. Il va falloir de bons arguments et souvent les arguments financiers. Donc en tant que RH, souvent la finance, les chiffres, c'est pas ce qu'on préfère. Et pourtant, tu vois, de se mettre à la place en fait, du moteur de l'entreprise, et parce que aussi parfois licencier 10 personnes, ça te permet de sauvegarder l'emploi de 50, 100 personnes et sur le long terme. Donc avoir une pensée plus stratégique, hein, tu l'as dit à plusieurs reprises, Vicham, mais je pense que c'est hyper important et donc peut-être dans le comment, déjà comprendre, tu vois, pourquoi ce choix s'impose à nous et essayer de réfléchir comme tu l'as fait, César, aussi difficile que ce soit, à d'autres possibilités et d'après aller défendre ses intérêts. Et je sais que les RH sont souvent vus comme le défenseur de l'employeur. Et pourtant, on le sait tous dans notre quotidien, on est plutôt le juste milieu qui va essayer de faire aligner tous les intérêts. Cool, merci pour le partage. C'est clair que c'est pas évident et c'est surtout qu'il faut avoir un courage managérial qui soit fort. Sans ça, il n'y a pas de point de départ. Et pour toutes les personnes qui veulent se battre dans leur entreprise, qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix parce que tout simplement les managers ou les directeurs n'entendent pas cette voix-là et ne la voient pas, essayez de retravailler votre discours. Essayez, comme Charlène vous le disait, de voir un côté un petit peu ROI. Et si vous n'y arrivez toujours pas, c'est au manager qu'il va falloir qu'on parle. Donc vous pourrez lui envoyer ce lien-là. César, courage managérial. Pensez à l'exemplarité. Ouais, l'exemplarité. Et l'équité.
Ne soyez pas Nestlé, ne soyez pas Coldplay. Oui. Mais l'exemplarité, ça commence pas partout, quoi. Enfin, je veux dire, quand on met des bureaux en open space, si nous-mêmes on se met pas en open space en tant que cadre dirigeant, on met personne en open space. Si on a envie de faire changer les choses et puis d'imposer un rythme de travail plus important, parce qu'à un moment l'entreprise a besoin de ça, si on ne le fait pas nous-mêmes, si on n'arrive pas à montrer l'exemple, on n'arrivera à rien. Donc pour toi, la culture, elle est en cascade. Ça part du haut. Elle va dans les deux sens. Merci. C'est ce que je voulais confirmer. Vicham, tu veux rajouter quelque chose avant que je te pose ma prochaine question? Bien sûr, parce que comme tu dis, c'est un débat très ouvert, donc moi j'adore ça, parce que ça fait plaisir de rencontrer des personnes, tu vois, c'est une connexion pour moi aujourd'hui, de découvrir, avec tout le respect que j'ai pour César, on a eu l'opportunité de parler juste avant, c'est que je vais rebondir légèrement sur ce que César a dit, tu sais, aujourd'hui, c'est que moi j'ai observé beaucoup de choses. Quand on parle de leadership aujourd'hui, c'est un poste quand même qu'il faut faire attention, parce que tu sais, moi j'ai pas mal de fois dit ça, c'est que quand on n'est pas prêt pour prendre un poste de leadership, il faut avouer et dire que je suis pas prêt et j'ai besoin des formations. Parce qu'en devenant leader aujourd'hui, il faut savoir que il n'y a pas que ces tâches à accomplir. Le plus important, c'est l'équipe qui est derrière. Donc, moi, j'ai tout le temps juste envie de casser ce mythe, de dire il faut mettre l'équipe en avant et le leader derrière à gérer. Non, il faut changer cette perspective de dire le leader devant ou le leader derrière. Le leader, il doit marcher avec son équipe. Et c'est tout avec la même façon de faire. Moi, je vais dire tout le temps vivre les mêmes valeurs. Donc, et pour celui-là, aujourd'hui, je voulais juste simplement rebondir sur cet aspect de leadership. Pourquoi je parle souvent, je ne critique pas le leadership, on a des bons leaderships dans ce monde qui le font super bien en ce moment, mais c'est des exemples comme ça qu'on veut voir dans une entreprise. Oui, c'est le collectif. L'individuel au service du collectif, le collectif au service de l'individuel. C'est un peu une de nos cultures, une de nos... Petit placement. Le temps passe. Je sais qu'on aimerait parler, débattre encore jusqu'au sunset, mais malheureusement, ça ne va pas être possible. Une question récurrente des entreprises, à juste titre, c'est quand on a besoin de recruter, quels sont les éléments de la culture d'entreprise qu'on doit mettre en avant sur les réseaux, sur les annonces, dans les vidéos de recrutement, peu importe le format, on oublie le format, mais comment on va pitcher l'entreprise et quels sont les points qui sont essentiels à mettre en avant de la culture? Est-ce qu'on a une phrase toute faite? Est-ce qu'on en fait des caisses? Est-ce qu'on s'adapte en fonction du profil qu'on recherche? Charlène, qu'en penses-tu? Je rebondis direct. Non, il n'y a pas de recette miracle. Je pense quand même qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent. Donc, restez très attentifs sur les attentes des candidats. On en a parlé. Et en fait, ce n'est pas les attentes des candidats, c'est même juste les évolutions des individus en général, quelle que soit d'ailleurs la génération. Et typiquement, si on parle de flexibilité du travail, d'équilibre vie privée, vie pro, les attentes 2025 ne sont plus du tout les mêmes par rapport à 2020. Et tu le disais, on le voit aux États-Unis, on revient sur du 996, qui n'était pas le cas il y a 2 ans, typiquement. Donc vraiment être attentif aux évolutions globales des comportements des attentes, si on a envie d'attirer un maximum, mais surtout être aligné, on en revient avec tout ce qu'on dit depuis 45 minutes, sur qui on est vraiment. Et j'ai plein de clients qui ne proposent pas de télétravail, mais qui proposent tellement une ambiance incroyable dans l'entreprise et des compensations, on va dire, et qui sont au fait, tu vois, sur qui ils veulent attirer, du genre des extravertis, qui ont besoin de sociabiliser, qui ont envie de vivre des événements. Bah, c'est OK, tu vois, mais ils vont pas commencer à mentir sur le fait, oui, il y aura du télétravail, etc. Non, il faut être clair avec qui tu es, qui tu veux attirer, donc qui sont tes personas candidats, ce qu'on appelle ça en recrutement. Qui est-ce que vous voulez attirer? Qu'est-ce que recherchent ces personnes et qu'est-ce que vous avez à offrir? Et à partir de là, il faut être très transparent, le plus transparent possible pour pas créer des illusions. Pas de fausses promesses. Pas de fausses promesses. C'est pour ça que la transparence sur le salaire, eh bien,
typiquement, ça c'est une avancée sur ce point de vue-là, parce que justement, tu es sûr que tu débunkes ce sujet illico. Et puis, moi, j'aurais tendance à dire tout ce sur quoi vous pouvez être transparent, allez-y. Vous allez perdre des candidats là à l'instant T, c'est certain. Il y en a qui vont pas se retrouver dedans, mais à vrai dire, une offre de recrutement, on veut pas plaire à tout le monde. Sur une annonce, on veut une bonne personne, et on le sait tous. Pour ceux qui ont fait du recrutement, avoir 500 noms à dire, c'est beaucoup plus complexe que effectivement être clair dès le départ et aussi attirer les bonnes personnes qui auront le plus de chances d'être engagées sur le long terme. Tout à fait. Et je rebondis sur un point qui était le dernier point que je voulais aborder, le salaire. On peut faire beaucoup de choses sans argent. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Néanmoins, ça reste quand même le nerf de la guerre de la vie. Aujourd'hui, une collaboration, donc une entreprise et un collaborateur, c'est tout d'abord une transaction. Tu m'accordes ton temps, je te rémunère pour ce temps-là. La rémunération va varier évidemment en fonction de beaucoup de critères, la pénibilité du poste, l'expertise, le timing, à quel moment j'avais besoin de cette ressource pour que mon entreprise puisse continuer d'avancer et de croître. Mais aujourd'hui, le salaire n'est plus et de loin le facteur premier recherché par les collaborateurs. Il est encore bien présent parce que c'est important de se sentir reconnu dans ce cadre transactionnel, avec des gros guillemets. Néanmoins, l'entreprise qui travaille sur elle, qui se développe, qui construit son ADN, qui va chercher des personnes ou qui attire des personnes qui ont cet ADN, ça peut passer au second plan. Ça ne veut pas dire que la rémunération doit forcément s'abaisser. Ça veut juste dire que c'est plus le critère premier. Est-ce que César, tu partages le fait qu'une culture forte peut faire passer au second plan les aspects rémunération ? Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement la culture qui fait ça. Je pense qu'il y a des entreprises pour lesquelles on a envie de travailler, d'autres pour lesquelles on n'a pas envie de travailler parce qu'elles ne nous correspondent pas, comme je le disais tout à l'heure. La rémunération, pour moi, c'est de plus en plus une rémunération qui va être mondiale. Et de moins en moins une rémunération qui va être locale. Quand on a quelqu'un de très talentueux qui sort d'une grande école et qui occupe un poste à tel niveau, cette personne-là va avoir à peu près le même salaire dans tous les pays du monde. Est-ce que les entreprises sont prêtes à accepter ça ? C'est pas évident. Après, si elles ne l'acceptent pas, il ne va pas falloir se plaindre de ne pas avoir des gens de très haut niveau dans des entreprises. Donc, le salaire, ça reste quand même un point déterminant pour les personnes les plus talentueuses. Après, c'est vrai qu'à salaire égal ou à salaire légèrement égal, on va préférer travailler dans telle entreprise ou dans telle autre à cause de sa culture, ou dans tel pays ou dans tel autre à cause de la culture, à cause de l'intérêt du produit, à cause des possibilités d'évolution, à cause du manager. Et quand je parlais d'exemplarité, le rôle du manager dans le recrutement est extrêmement important. S'il y a un manager avec qui on n'accroche pas, eh ben, on ne rentre pas dans l'entreprise. Donc, accroche pas ou ne fait même pas partie du process. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important d'être souligné. C'est de l'inclure dans le process de recrutement. Aujourd'hui, les bons candidats, ils choisissent le salaire, ils choisissent le style de travail. Est-ce que c'est 100% présentiel ou un mix télétravail, pas télétravail, ou 100% télétravail. Ils choisissent l'entreprise, ils choisissent le manager avec qui ils ont envie de bosser. Et il faut sortir du mythe où on a besoin de l'entreprise. L'entreprise a, depuis tout temps, depuis que j'ai fait partie
des tout premiers chasseurs de tête en France dans le début des années 80. Et déjà à l'époque, on disait on a besoin de l'entreprise et on a besoin de candidats. Et même dans les 30 Glorieuses, là c'était plutôt la fin des 30 Glorieuses d'ailleurs, mais même à la fin des 30 Glorieuses, on avait besoin de candidats, de bons candidats, et on avait besoin de bonnes entreprises. Et le salaire était une des parties de... Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Je me souviens même plus de la question, pour être tout à fait honnête. La question, c'était est-ce qu'une culture forte peut mettre de côté, enfin pas mettre de côté, mais mettre au second plan l'aspect rémunération dans une entreprise? Je ne crois pas qu'il n'y ait que la culture. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est toute une série d'ingrédients Bien sûr. qui font que la personne, à 5 ou 10% près, elle va préférer une entreprise à une autre. Mais ce n'est pas que la culture. Du coup, partons du principe que la base, c'est la culture. T'aimerais ajouter quoi comme ingrédient? Un ingrédient. Comme ça, Charlène va donner un et puis Vicham va donner un. Moi, je dirais le manager. Le manager? Moi, je dirais l'équipe, parce que de la même façon que le manager a de plus en plus de rôle à jouer dans le processus de recrutement et de fidélisation, l'équipe aussi, on voit quand même de belles améliorations quand l'équipe est intégrée au processus de recrutement et que le collaborateur a l'occasion, tu vois, d'échanger avec l'équipe. Donc, soit en amont par les ambassadeurs, le contenu, mais aussi pendant le process. Et évidemment, au quotidien, on connaît tous quelqu'un qui est resté dans un poste parce que l'équipe était cool, quoi. C'est clair. Et toi, Vicham? Et voilà, impérativement, moi j'allais venir sur le bien-être. Donc, J'en étais sûre. Bien sûr. Volontairement. Bien sûr que je parlerai. Bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est que moi j'ai eu l'opportunité de côtoyer beaucoup de jeunes parce qu'on a parlé du onboarding aujourd'hui. Dans les onboarding aujourd'hui, on a vraiment imposé chez nous dans l'entreprise que je suis, c'est qu'on a dit vraiment dans le onboarding, moi je serai le frontliner, le premier à accueillir ce petit jeune ou que ce soit les expériences. Parce que j'ai envie de voir cette personne avant qu'ils passent même l'entretien quand ils arrivent. Parce que le bien-être est un aspect vraiment important sur le milieu du travail aujourd'hui. Rentrer dans un milieu du travail, avoir un espace de jeu, avoir un espace quand même qui est très libre, un moment de relaxation quand j'en ai besoin. Parce que on est tous sur le même floor et au bout d'un moment, j'ai besoin d'un petit moment de détente où j'y vais. Donc cet espace-là est super important. Mettre en place aussi des sessions de dépistage. Je dirais, par rapport à ma santé aujourd'hui, je travaille tout le temps et j'ai juste envie de voir un médecin. Quand j'ai un moment de voir un médecin, il faut poser un jour de repos. Donc moi j'appelle ça des energy monsters. Donc, c'est des moments des energy monsters. Aujourd'hui, avoir un médecin dans son entreprise, donc moi, dès que j'entends ça en onboarding, je suis content, je suis heureux. Dire, OK, on travaille, j'ai un psychologue, on a un psychologue qui est sur le lieu parce qu'aujourd'hui, le monde du travail, ça bouffe quand même beaucoup l'énergie mentale. D'accord ou pas, directement, indirectement, c'est la vérité. Donc, entendre qu'on a quand même un psychologue sur place qui pourra m'assister ou pourra m'accompagner dans des moments de besoin, c'est déjà correct pour moi. C'est déjà, je me sens le star dans la compagnie. Donc voilà, moi je dirais le bien-être parce que ça englobe encore beaucoup plus. Voilà. Cool, ça fait une belle recette tout ça et c'est une super transition pour ma conclusion. Vous avez une autre carte devant vous. C'est les 2 dernières minutes. Elle est vierge. Et vous avez un petit stylo. Sur cette carte, j'aimerais qu'il n'y ait que 2 mots qui apparaissent. Un premier mot qui va répondre à la question que je vais vous poser. Et un deuxième mot pour le takeaway à emporter suite à toute notre discussion. Si vous deviez, pour nos auditeurs, récap et donner qu'un seul takeaway, ce serait lequel? Est-ce que c'est OK pour vous? Wouh. Alors, quand on dit... J'ai l'impression de faire une dictée, c'est terrible. Quand on dit « We design the culture we want to see, hear and feel », que voulez-vous voir?
Et puis le takeaway. Nickel. Qui veut commencer, Charlène? La première à avoir posé le Ouais, stylo, donc la exactement. première à nous parler de ces mots. Écoute, qu'est-ce que l'on veut voir? Moi, je pense qu'on veut voir des faits. Fini le bullshit, les mots. Enfin, ça va resynthétiser là aussi tout ce qu'on s'est dit. On veut voir du concret, des coulisses qui se passent réellement dans l'entreprise et aussi qu'est-ce que ça veut factuellement dire pour chacun, parce que derrière un mot, il y a plein d'interprétations. Et la meilleure façon pour vos talents de se projeter dans l'entreprise, c'est de voir concrètement, tu vois, à quoi ça pourrait ressembler. Donc moi, effectivement, ce que je veux voir, c'est des faits, du concret. Super. Et pour le petit takeaway, je dirais la confiance, parce que dans tout ce qu'on se disait, je dirais faites confiance justement à vos collaborateurs pour ressentir, et à ceux qui sont là, qui sont heureux d'être là, qui sont fidèles. Ben, finalement, votre culture, elle est là. Et c'est aussi se faire confiance en tant que manager, parce que tu le disais, Vicham, c'est vraiment pas un rôle facile. On a aussi beaucoup de poids sur les épaules pour faire tenir cette structure qu'est l'entreprise. Donc aussi, faites-vous confiance et faites confiance à vos équipes. Super. Merci pour le message. Vicham. J'ai toujours utilisé ce mot et je resterai sur ce mot-là. Je dirais toujours il faut rester authentique, à ne pas changer. Parce que changer sa personnalité, au bout d'un moment, on se perd. On ne sait plus où on y va. Et en plus, quand on est un manager aujourd'hui, c'est toujours ça, parce que quand on est manager, on a toujours tendance à s'oublier. Donc c'est ça le danger d'aujourd'hui. Et quand on s'oublie, voilà, on sait plus, on connaît plus notre environnement, on connaît plus notre entourage, on reconnaît plus notre équipe. Voilà, quand on parle de la stratégie, on parle de l'objectif, on oublie même où est-ce qu'on veut avancer. Donc rester authentique et se recentraliser sur soi. Moi, je dirais voilà, il n'y a pas meilleur que ça pour l'instant. Canon. Et le Et deuxième, je dirais l'authenticité et le bien-être. Prends soin de soi, il faut. Si quelqu'un qui prend bien soin d'elle, c'est quelqu'un qui arrivera à gérer toutes sortes de situations, à tout moment. Donc, le bien-être, c'est un levier durable pour un succès collectif. Il n'y a pas pire. Très beau message, merci. Plaisir. Et puis César. Alors moi j'ai mis 2 mots qui sont heureux et liberté. Et les deux vont ensemble en fait pour moi, parce que le plus important c'est d'arriver au boulot avec le sourire et avoir la banane tous les matins quand tu passes la porte du bureau. Donc être heureux de venir travailler. Et c'est ça qui permet à l'entreprise de continuer à progresser dans sa culture. Et pourquoi liberté? La liberté, pour moi, c'est la liberté de dire ce qu'on a à dire dans la boîte, la liberté d'entreprendre, la liberté d'avoir des idées, la liberté de créer des choses. Et une boîte qui fait que ses salariés arrivent au travail contents le matin et sont libres d'apporter de la plus-value à l'entreprise parce qu'ils ont des idées qu'ils arrivent à mettre en œuvre, ben c'est une belle boîte. Voilà. Une belle boîte, des beaux moments, un bel apprentissage, une belle vie. Merci beaucoup. Merci Et bravo. Clémence. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.